Bon, eh bien, bonjour à tous. Enchanté donc de vous présenter un travail concerne la pollution marine en Méditerranée. Et puis, je vais accentuer, si vous le voulez bien, sur les déchets par la suite. D'abord, je vais vous présenter un petit peu l'ensemble du problème des pollutions marines. Et donc, j'ai choisi comme titre les larmes de sirène. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les larmes de sirène, c'est l'appellation actuelle, si vous voulez, des petits plastiques qu'on trouve sur les plages. À l'origine, c'était des morceaux de verre qu'on trouvait sur les plages à l'époque de la Grèce antique. Et puis avec le temps, c'est devenu des morceaux de plastique. Ce sont des granulés industriels. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, j'ai illustré comment dire, l'introduction de la présentation par ce terme, les larmes de sirène. Pour l'anecdote, donc, on a eu l'occasion de faire des conférences publiques avant. Et il y a eu des cas où, comment dire, notamment celui-ci, où un journal national a repris comment dire, ce qu'on avait dit et ce qu'on avait trouvé, en l'occurrence des dessous féminins, comme preuve de l'existence des sirènes. Malheureusement, elles ne sont que de plastique. Voilà, c'était simplement pour introduire la conférence. En fait, quand on parle de la mer de manière générale, elle symbolise tout un ensemble de choses, certainement pas des vilaines choses, mais plutôt comment dire, l'exotisme, les voyages parfois, la puissance ou quelque chose de mystérieux, enfin, tout un ensemble, toute la symbolique, si vous voulez, qui va avec la mer, dans l'inconscient collectif. Elle symbolise également la production, la richesse évidemment, donc la pêche et l'extraction de pétrole par exemple, les élevages de coquillages, et puis donc la collecte sur le fond, voire les activités de loisirs comme la plongée sous-marine. Et donc en fait il y a tout un ensemble de problèmes si vous voulez, parce que la mer c'est pas seulement la mer, c'est aussi les rejets qui viennent de la terre, malheureusement, tout un ensemble de pollutions marines qui commence à être un petit peu connues maintenant. Donc tout le monde a dans l'esprit les pollutions par les hydrocarbures, bien évidemment, soit des nappes de pétrole qui arrivent à la côte, soit des rejets. Vous avez l'exemple en haut à droite du Prestige, donc à plusieurs milliers de mètres de fond, avec des émanations d'hydrocarbures, des suintements, ou bien les arrivées justement sur les plages. Il faut savoir que les accidents de pétroliers ne représentent que 3% simplement des hydrocarbures en mer. 3%, la majeure partie donc, sont des apports chroniques. Par exemple, on a les grands fleuves comme la Seine. Eh bien, ça représente des quantités phénoménales. Et vous avez même une origine naturelle. Si vous allez dans le golfe de Guinée, par exemple, en Afrique, il y a des suintements naturels d'hydrocarbures qu'on essaye de récupérer. Et donc, il y a des mécanismes d'adaptation. Et les accidents, ils sont utilisés souvent parce qu'ils sont spectaculaires et donc ça image bien, si vous voulez, ça symbolise bien la pollution marine, mais dans la réalité, en termes d'impact, c'est très localisé et on sait maintenant qu'après quelques années, en général, il y a un retour à la normale. C'était 5-6 ans dans le cas de l'Exxon Valdez, par exemple, ou bien 5-6 ans dans le cas de l'Amoco Cadiz, il y a très longtemps. Donc on commence un petit peu à comprendre comment ça se passe, on sait qu'il y a un retour à la normale, et donc ce ne sont pas finalement les pollutions les plus inquiétantes par rapport à d'autres, notamment les pollutions métalliques. Donc, tout un ensemble d'exemples, des rejets. On a entendu parler récemment des rejets dans le canyon de Cassis, de résidus d'extraction d'aluminium, la bauxite, avec tout un ensemble, un cortège de métaux associés, du cadmium, de l'arsenic et autres, tout un ensemble de travaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet du propos, mais il y a de nombreux cas. En bas, vous avez par exemple l'extraction du nickel en Nouvelle-Calédonie, qui est source également de contamination métallique. Donc ça, ce sont des cas qui sont classiques, parfois très dangereux. Il y a eu le cas notamment de Minamata il y a quelques dizaines d'années également, avec les intoxications par le mercure. Et puis on a également les pesticides. C'est un problème qui est très complexe parce qu'en fait, il y a beaucoup de molécules différentes. Et puis il y a également, si vous voulez, des produits de dégradation qu'on ne sait même pas doser dans le milieu marin. Donc on ne peut pas maîtriser et comprendre exactement ce qui se passe. On a des informations, on a développé les outils, il faut les adapter au milieu marin, c'est parfois très difficile, et donc on a du mal, si vous voulez, à comprendre exactement ce qui se passe dans le cas des pesticides. En tout cas, il y a des zones, évidemment, où il y a une utilisation assez importante, et donc ça génère tout un ensemble de problèmes de pollution marine. Après, à côté de ça, des grandes pollutions, si j'ose dire, sans rentrer, donc, par exemple, dans le cas des radioisotopes, qui sont un tout autre type de pollution, à cause des radiations, il y a des pollutions qui sont typiquement marines, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas en mer, mais qui sont vraiment caractéristiques du milieu marin. C'est le cas, par exemple, des antifouling, ce qu'on appelle les peintures anti-salissure en français, et le terme en général, c'est antifouling. Et donc, ce sont des produits qui sont très toxiques. Ça a été pendant très longtemps à base de tributhylétain, dans des peintures, par exemple. Maintenant, on essaye de remplacer ça par d'autres polluants, par d'autres toxiques, si j'ose dire. Et ça permet d'éviter, si vous voulez, la fixation des espèces sur les coques de navires. Alors, la raison pour laquelle ça s'est généralisé, c'est que le coût du transport maritime, il peut être diminué de 20 à 25% dans certains cas, simplement par l'utilisation d'antifouling.
baisser de 10%, comment dire, la vitesse d'un navire parce qu'il n'y a pas d'anti-fouling, ça a un coût considérable. C'est des centaines de millions d'euros chaque année, et c'est la raison pour laquelle il y a un besoin de façon à limiter justement les coûts qui sont liés. Alors ça a des conséquences, évidemment, la plaisance a généralisé l'utilisation, et en général, on les retrouve principalement dans les ports, mais parfois également sur les lignes maritimes. Il y a des exemples pour le TBT de conséquences, l'inversion de sexe, par exemple. Et dans le rail qui monte vers la mer du Nord, à peu près 80% des coquillages de la famille des gastéropodes, les nucelles, ont un sexe qui a été inversé à cause de ces anti-foulings. Et c'est vraiment uniquement sur les routes de navigation, et donc on peut faire le lien de cause à effet, et c'est quelque chose qui est très important avec tout un ensemble d'interdictions depuis maintenant, mais également des utilisations dans certains pays qui ont continué pour ces produits les plus toxiques. On essaye de trouver des solutions, mais c'est quand même pas encore très trop. Alors, il y a un autre type de pollution, c'est pas vraiment une pollution marine, si vous voulez, mais c'est plutôt des déséquilibres et un dysfonctionnement des écosystèmes. En général, donc, il y a un cycle de la matière vivante avec des sels nutritifs, phosphates, nitrates, nitrites, silicates et autres. C'est ce qu'on appelle les sels nutritifs, qui sont les éléments de base pour avec la photosynthèse, permettre la prolifération d'algues. Et à l'excès, lorsqu'il y a trop de sels nutritifs, il y a ce qu'on appelle une dystrophie ou un mécanisme d'eutrophisation. Et donc, il y a beaucoup trop d'algues. Donc, c'est ce qu'on appelle les algues vertes. Donc c'est le cas en haut en Bretagne avec tout un ensemble de discussions autour des conséquences possibles. Il y a également en Méditerranée dans les lagunes, donc des proliférations de différentes espèces, notamment les entéromorphes par exemple. Ça peut être des ulgues sur les littorales, ce sont les espèces d'algues qui blanchissent, qui donnent cette couleur parfois blanchâtre quand il fait très très chaud. Ça c'est preuve de matière organique ou de beaucoup de sels nutritifs qui font que ces algues prolifèrent, et donc ça provoque ce qu'on appelle les malaigues aussi sur le continent, et donc tout un ensemble de conséquences, les odeurs et autres, des gènes. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des phénomènes qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, il suffit que l'eau soit brassée avec du vent, par exemple, ça va disparaître, heureusement, et c'est pas vraiment un problème, si vous voulez, de pollution marine, mais c'est plutôt un déséquilibre, et qui peut être dans la durée, dans certains cas, parce qu'il y a des apports chroniques de contaminants, et voilà. Alors dans certains cas, ça peut provoquer également, donc il y a le cas, on a parlé des marées noires, ça c'est les hydrocarbures, les marées vertes, donc ce sont les algues, et puis il y a ce qu'on appelle aussi en haut à gauche, les marées rouges, ce sont des petites espèces de phytoplancton, en général des dinoflagellés, qui prolifèrent parce qu'il y a des conditions environnementales qui sont favorables pour elles. Donc également des déséquilibres, les sels nutritifs jouent un rôle important, et le problème c'est que ces algues sont toxiques. Donc ça, ce sont des exemples, si vous voulez, de dysfonctionnement du milieu marin lié à la présence de certains types de sels nutritifs et autres. Et donc ça complète le cortège de pollution dont on a parlé, à savoir donc les hydrocarbures, les métaux et autres, pour avoir une image à peu près globale des principaux problèmes de pollution marine, sachant que localement on peut avoir tel ou tel type de contaminants, on peut les identifier et autres. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement que ce type de pollution, il y a également les déchets. Et pour avoir une illustration de mesurer un petit peu l'ampleur du problème, il faut savoir qu'il y a à peu près 4 milliards de tonnes de déchets qui sont distribués chaque année dans le monde. Donc 4 milliards de tonnes, je crois qu'en Europe, on est à 500 kilos par an et par personne, à peu près. Il faut savoir qu'on va atteindre cette année, normalement, 300 millions de tonnes de plastique fabriqué. 300 millions de tonnes de plastique fabriqué. Évidemment, donc il y a une partie, on estime que c'est de l'ordre de 10% qui va aller dans le milieu naturel, pas forcément la mer, mais dans le milieu naturel. On sait qu'il y a de l'ordre de 6 millions de tonnes de débris qui sont rejetés chaque année des navires, ce qui est énorme. Quand on extrapole avec l'ensemble du plastique qui vient des continents, on arrive à peu près à 20 millions de tonnes par an de déchets qui arrivent à la mer. 20 millions de tonnes, et très très peu finalement de travaux pour essayer de comprendre comment ça se passe. Jusqu'à il y a quelques années, on était à 1 milliard de sacs plastiques distribués chaque année en France. Ça, c'est uniquement dans le cas des supermarchés. Dans la réalité, dans les années 95 à 2000, on était à 30 milliards. L'industrie a largement diminué la distribution avec les systèmes de consignes et autres. On est passé à 15 milliards. Et pour l'industrie, on est simplement l'industrie, les grandes chaînes de distribution plutôt, il reste plus qu'à peu près 1 milliard de sacs plastiques. Mais il reste encore tous les sacs qui sont distribués dans les petits commerces détaillants sur les marchés et autres. Et là, on est encore à 15 milliards avec une interdiction qui devrait être opérationnelle à partir d'ici quelques mois. Si ce n'est dans quelques mois, ça sera à partir du 1er janvier 2017. Et donc, il y a déjà des décisions qui ont été prises de façon à limiter. On a quand même baissé de quasiment, pour la grande distribution, de 90% en 12 ans. Et donc, les pouvoirs publics espèrent diminuer encore d'ici quelques années le nombre de sacs qui sont distribués sur l'ensemble du circuit, c'est-à-dire y compris chez les détaillants. Voilà, mais on est encore à des quantités qui sont importantes. On en reparlera probablement tout à l'heure, mais
Voilà, donc vous voyez un petit peu comment dire, l'ampleur du problème. C'est un problème qui est assez sérieux et finalement qui a été ignoré pendant très très longtemps. Voilà. Alors les déchets en mer, c'est beaucoup de diversité. Donc c'est des inventaires à l'après-vert, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc nous-mêmes, on a récupéré un avion une fois dans le nord-est de Bastia, là ici. Un avion en polyester, on a récupéré des motos, on a eu une fune de chalut, c'est-à-dire un câble avec un pantalon qui était pendu, qui était suspendu comme ça, qui remontait. Et donc, alors on peut imaginer des trésors, on peut imaginer beaucoup de choses. Malheureusement, en général, c'est plutôt sans valeur, quoi. Voilà, donc on a eu le cas, par exemple, également, un sous-marin à 3800 mètres aux Açores sur ce qu'on appelle des fumeurs, des sources hydrothermales, avec des espèces de grandes parois, des grandes cathédrales, une visibilité remarquable, et en plein milieu, un siège de toilette fixé comme ça. On ne sait pas d'où ce qui venait, il était posé comme ça, et on a ces images-là, et voilà. On a eu le cas également à Marseille, à 450 mètres de fond d'une poubelle, avec posé sur le fond comme ça, et c'était marqué très clairement Marseille propre dessus, et voilà. Alors c'est anecdotique, on peut s'amuser, il y a tout un ensemble de déchets évidemment, il y a des gens qui collectionnent, il y a même des œuvres d'art qui sont faites avec ces... Voilà, donc la plupart, 75%, 80% en mer, ce sont surtout des plastiques ou plutôt des polymères, quoi. Ça représente, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 75% des déchets, et donc le principe, c'est simplement des molécules qui sont liées les unes par rapport aux autres, ça fait ce qu'on appelle des polymères, qui ont des propriétés intéressantes, elles sont légères et résistantes. Et c'est pour ça que le plastique est intéressant, c'est parce qu'il est léger et résistant. Mais c'est aussi pour ça qu'il pose un problème, c'est parce qu'il est léger et résistant. Donc d'un côté, il y a un avantage social énorme. Il faut imaginer, par exemple, les pièces en plastique ou polyester qu'on met dans des voitures, ça limite le coût, donc les consommations d'essence, et le gain est énorme au niveau, comment dire, global, au point de vue environnemental. Mais par contre, sur le plan environnemental, si ça va dans le milieu naturel, parce que c'est mal géré, là, ça devient un problème. Donc il y a quand même, si vous voulez, un avantage du plastique qui est indéniable. Par exemple, j'ai lu il n'y a pas longtemps un article, je crois que c'était dans le Times ou quelque chose comme ça, d'un jeune d'une vingtaine d'années qui arrive dans une association où ils avaient une imprimante 3D, il lui manquait une jambe, pour 200 €, ils lui ont fait une jambe, il est reparti avec une jambe comme ça, et donc il y a forcément des cas, si vous voulez, c'est quand même très intéressant, il ne faut pas être contre le plastique, par contre il faut être contre la mauvaise gestion des déchets de plastique d'une manière générale. Voilà. Donc les emballages, ça représente 43%, c'est-à-dire qu'en mer, on est à entre 25-30% des déchets qui sont en fait des sacs plastiques qui traînent. Alors c'est important parce que les déchets qui sont issus de l'industrie ou bien qui sont des produits qui sont dans les, comment dire, les voitures, par exemple les avions, on les retrouve quasiment pas. Quand j'étais plus jeune, on trouvait des pneus, on immergeait même des pneus pour faire des récifs artificiels. Maintenant, on trouve quasiment plus de pneus. Mais par contre, on trouve des déchets qui sont issus de la grande consommation. Donc surtout des sacs plastiques, des morceaux de bouteilles et autres. Et ça veut dire que ce n'est pas l'industrie qui est responsable, ce sont surtout les gens. C'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est le comportement des gens qui est responsable le plus souvent des apports à la mer. Et dans l'esprit des gens, c'est un petit peu difficile de le comprendre, de l'assimiler, parce qu'on a toujours tendance à dire c'est l'industrie. Alors il y a des pratiques industrielles qui doivent être, comment dire, réprimées, parce que c'est pas très bien. Ils ne nettoient pas, par exemple, dans le transport, il y a des accidents, ils perdent des conteneurs de plastique ou des choses comme ça, il y a des pertes de granulés industriels. Donc ça mérite d'être, comment dire, considéré comme problème, et l'industrie est responsable, mais c'est une partie simplement du problème. Dans la plupart des cas, c'est simplement les comportements des gens qui sont responsables des apports au milieu naturel. Voilà, donc alors, d'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien, en fait, ils viennent surtout, alors les principales sources, c'est les rivières, donc ça, ce sont des images de la Seine. C'est une association qui a fait ces images, Mal de Seine, SOS Mal de Seine. Et donc, dès qu'il y a des crues, mais ça se voit partout, en fait, dès qu'il y a des crues quelque part, on voit. Moi, j'ai vu ce matin sur le Gaule, par exemple, il y avait le long du fleuve, le niveau a baissé un petit peu, il y avait des déchets plastiques au niveau de Ponte Novo, par exemple, et dès qu'il y a des crues comme ça, il y a un apport, y compris dans les zones où a priori il n'y a personne, très en amont, sur les torrents, par exemple, dans les Alpes, on arrive à retrouver comme ça des déchets, parce qu'il y a des gens qui ont été pique-niqués, qui les ont laissés, et qui vont rester là pendant très longtemps, parfois plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Il y a également des grands événements, donc chaque fois qu'il y a un tsunami, chaque fois qu'il y a comment dire, un cyclone ou autre, ça génère beaucoup de dégâts. Dans le cas du Japon, par exemple, ça représentait 100 millions de tonnes à peu près. Là-dessus, on estime qu'il y a 4-5 millions qui sont allés à la mer. Il y en a beaucoup qui ont coulé tout de suite. Et il y en a plusieurs centaines de milliers, si ce n'est de millions, qui sont partis, qui sont avec les courants, qui sont allés jusqu'au Canada. Donc, voilà, on a des cas. Vous avez ici en bas à gauche, c'est une décharge, disons un petit peu sauvage, c'est du côté du Havre. En haut à gauche, c'est une décharge qui est située au Liban, c'est à Saïda. Et en fait, ils empilent les déchets depuis des dizaines d'années, si vous voulez, et en haut, vous aviez des bulldozers qui poussent directement dans l'eau.
de façon à éliminer un petit peu justement le problème. Évidemment, c'est repris par les courants, et donc ça peut circuler comme ça vers le nord, tous les pays, donc Israël, Syrie, Turquie et autres, pour après se disperser dans toute la Méditerranée, et on arrive comme ça à avoir j'y reviendrai tout à l'heure, un transport comme ça d'un pays à l'autre, et tout un ensemble de problèmes de gestion associés. Alors, donc, ils viennent également de la navigation. Donc, vous avez les pertes de containers en haut à gauche. Ce sont des cartes qui ont été faites, qu'on a effectuées sur des données du CEDRE. Et on arrive à montrer qu'évidemment, là où il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup plus de pertes, notamment l'entrée du rail d'Ouessant. En Méditerranée, curieusement et par chance, il y a très peu de pertes, peut-être parce que les mers sont moins fortes pour ces gros navires, même s'il y a du vent très violent, les mers ne peuvent pas, comment dire, avoir des grosses houles et des risques importants. Il faut savoir qu'il y a même des commandants qui, de temps en temps, sont obligés de jeter leurs conteneurs à cause des risques pour la navigation. Donc ils surchargent leurs bateaux. Et donc il y a des moments où ils sont obligés de faire ça. On est actuellement les porte-conteneurs, les derniers sont à 15 000 boîtes. Donc il y a des porte-conteneurs avec 15 000 boîtes, je ne sais pas si vous imaginez. Ça fait 300 000 tonnes de fret. Et donc avec l'ouverture du canal de Suez, il risque de passer par des gros navires comme ça, par la Méditerranée, qui représente actuellement 30% du trafic mondial, c'est en Méditerranée. Et donc tout un ensemble de risques, justement, dans le cas où il y aurait des problèmes. Et puis il y a donc le transport et les activités maritimes. Vous avez l'exemple de ce qu'on appelle les granulés industriels. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour donner une forme à un plastique, il faut le chauffer. Donc ils sont thermoformés, les objets, si vous voulez. C'est comme ça qu'on donne une forme. Si on veut faire une coque d'ordinateur, on va chauffer le plastique, on va le mettre dans un moule et on va le ressortir et après l'utiliser. Sauf que si on veut chauffer un bloc de plastique qui ferait 1 mètre cube, pour aller chauffer le cœur, il faut beaucoup d'énergie. Donc on ne fait pas ça. On n'a jamais vu du transport de matières premières comme ça, issu de la pétrochimie, de granulés, de matières premières de plastique, sous forme de gros blocs. En fait, on résout le problème en utilisant ce qu'on appelle des granulés qui font quelques millimètres simplement. Et donc c'est beaucoup plus facile à chauffer, ça demande beaucoup moins d'énergie. Et donc ça nous permet, après il y a une fusion, si vous voulez, de l'ensemble des granulés, ça donne du plastique qui est thermoformé pour donner un objet. Donc le transport du plastique se fait le plus souvent sous forme de granulés. Et lorsqu'il y a des pertes, un bateau par exemple, là c'est un cas à Hong Kong à droite, lorsqu'il y a des pertes, il y a des plages comme ça qui sont inondées par des granulés de plastique. Voilà. En bas, c'est sur les plages de Normandie, où vous avez une accumulation comme ça de granulés. C'est avant même que c'était transformé, ils sont déjà perdus. Et donc là, c'est l'industrie qui est responsable, parce que ces pratiques ne sont pas, cohérentes, qui est responsable justement de ces apports-là. Mais ça représente à peu près 10% simplement. Et c'est ce qu'on appelle donc les granulés industriels ou les larmes de sirène. C'est ça, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle les larmes de sirène. Voilà. Alors évidemment, les activités maritimes, c'est aussi l'aquaculture, la pêche, et donc tout un ensemble d'exemples, si vous voulez, où les gens ont des pratiques qui sont... il y a des gens qui sont très sincères, qui essayent de protéger l'environnement, comme dans tous les milieux, si vous voulez, et puis d'autres qui ont plutôt tendance à jeter tout ce qu'ils ont directement dans le milieu naturel. Parfois, ces objets, ils ont de la valeur, on peut les récupérer. Les filets, par exemple, il y a même du recyclage qui a été institué. Par exemple, en Slovénie, il y a une entreprise qui récupère les filets d'aquaculture du monde entier, et qui gagnent de l'argent, qui emploient des gens, qui gagnent de l'argent simplement en faisant des textiles à partir de filets de pêche, uniquement des filets de pêche, parce que le problème, c'est qu'il faut que ces déchets soient homogènes en termes de consistance. On peut recycler des bouteilles de plastique, on ne peut pas recycler des morceaux de plastique, parce qu'en fait, ils sont trop divers en termes de composition. Il y a du polypropylène, polyéthylène, du PVC et autres, et les mélanger, on ne peut pas sortir quelque chose qui est réutilisable. Alors que dans le cas des bouteilles, c'est toujours le même matériel, et donc du coup, on peut les recycler. Et là, pour les filets de pêche, c'est le cas aussi, et donc il y a des entreprises qui arrivent à faire ça. Bref, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu le cycle un petit peu des déchets donc, dans le milieu naturel. Comme je vous l'ai expliqué, d'abord, on part des raffineries, donc à gauche. Après, donc, ils génèrent des granulés qui vont être utilisés pour former le plastique. Ça donne des produits finis. Parfois, c'est recyclé, notamment les bouteilles. Parfois, ça devient des déchets qu'on va retrouver donc sur les plages, sur les fonds ou ingérés par des organismes, et puis après ça peut se dégrader en microplastiques qui après vont redevenir des polymères. Donc le produit ultime, c'est un polymère qui n'est pas toxique. Le problème, c'est que les impacts ils sont liés au niveau justement de l'aspect physique, parce que ce sont des objets qui sont solides et qui peuvent avoir des conséquences assez importantes. Donc on les retrouve sur les plages. Ça, c'est un exemple de plage. C'est en Libye, en 2009, une campagne que l'Ifremer avait réalisée à l'époque. J'étais présent. Et c'est une plage urbaine. Alors elle est urbaine, mais c'est quand même une plage. Et voilà, on voyait un petit peu la situation. Là, c'est lié quand même à la négligence. Et voilà.
Il y a beaucoup de cas comme ça, malheureusement, c'est pas seulement dans certains pays. Ça, c'était au Havre, par exemple, c'est pas mieux. Vous voyez, ça pourrait être n'importe où en Corse. Peut-être pas n'importe où en Corse, mais dans certains endroits de Corse également. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des types d'objets qui sont caractéristiques de certaines régions. En Méditerranée, on a des plages où on a jusqu'à 40% de mégots. Et ça, c'est depuis très peu de temps. Les évaluations qui avaient été faites il y a une dizaine d'années ne donnaient pas autant de... Et donc, les pratiques ont changé. Et on se retrouve avec des pourcentages de mégots qui sont de plus importants, à tel point qu'il y a des municipalités, la Ciotat par exemple, qui ont commencé à interdire de fumer sur les plages. C'est une solution. Le problème, c'est que les mégots peuvent circuler avec les courants et donc arriver par ailleurs. Vous avez également donc, les cotons-tiges. Et ça vient d'un problème de comportement. Les gens, il y a toujours cet esprit, comment dire, le déchet, c'est un rebut, c'est quelque chose dont on ne veut pas. Et donc, plutôt que de le mettre dans la poubelle et de le garder parce qu'il est sale, un coton-tige, une fois qu'on l'a utilisé, on le met dans les toilettes. Et quand on le met dans les toilettes, comme il est fin, il passe dans le dégrillage et donc il va dans le circuit de récupération, il va dans les rivières, dans les fleuves et il arrive à la mer. Donc la photo du haut, c'est 100 mètres des bords de la Seine. C'est ce qui a été échantillonné par une association. Sur simplement 100 mètres, voilà ce qu'ils ont trouvé. Et c'est simplement parce que les pratiques des gens sont telles qu'au lieu de mettre dans la poubelle où ça serait incinéré, recyclé et autres, en fait, c'est jeté et ça va directement dans les circuits. Voilà. Alors, ça serait un gros déchet, ça ne passerait pas parce que ça serait dégrillé, mais comme c'est fin, ça rentre dans les grilles, si vous voulez, ça passe au travers, et donc on les retrouve comme ça dans le milieu naturel. Donc, vous voyez, il y a quand même des déchets qui sont caractéristiques. Le plus souvent, on a des bouteilles, on a des capuchons, par exemple, également, certains emballages, des canettes, ça a bien baissé aussi depuis quelques années. Les gens ont des pratiques qui ont changé, et donc en général, ils essayent de ne pas moins les jeter. Mais il y a quelques années, il y en avait énormément. Donc on les retrouve également en mer, parfois très loin. Donc il n'y a aucun navigateur qui n'a jamais vu de déchets, ça n'existe plus depuis très longtemps, quand bien même il habiterait au sud de l'Australie ou des choses comme ça. Et puis on les retrouve sur les fonds. Donc ça, c'est une campagne de l'Agence des aires marines protégées, en haut à gauche, avec le sous-marin d'Acomex. Et c'était donc en 2010, et ce sont des zones d'accumulation à 400 mètres de fond à peu près. Je vous montrerai des images tout à l'heure, justement, des fonds marins de la Méditerranée. Et en bas à droite, ça représente à peu près 10 minutes de chalutage dans les Calanques, à Marseille. C'était il y a quelques années, c'est pas maintenant. Je ne vais pas vous dire dans quel état c'est maintenant, mais dans les sites qui sont quand même remarquables, en apparence, quand on chalute sur les fonds, parce qu'il n'y avait pas à l'époque de traitement des eaux usées de la ville de Marseille, il y avait une accumulation quand même qui était assez considérable. Et donc ça, on avait compté quand même jusqu'à 600 bouteilles pour 10 minutes de chalutage. 600 bouteilles récupérées comme ça sur les fonds. Alors les scientifiques, ils essayent un petit peu de comprendre comment ça se passe, donc notamment essayer de repérer, voir s'il peut y avoir des zones dans lesquelles ça s'accumule, au large, en surface, sur les fonds. Donc voilà un exemple, ce sont des chalutages qui ont lieu il y a quelques années en Manche. Donc j'avais participé à ces travaux-là, et donc une cartographie qui permet d'extrapoler les zones dans lesquelles ça se concentre ou ça ne se concentre pas. Et donc vous avez en haut à droite, vous avez une zone d'accumulation, et ça correspond à des coefficients de turbulence assez faibles, c'est-à-dire que les courants sont trop faibles pour qu'il y ait un mouvement des sédiments et le frottement de l'eau sur le fond. Et donc ça, ce sont des facteurs qui favorisent la sédimentation et l'accumulation sur le fond. Et ça, on retrouve comme ça. Mais le plus intéressant, c'est au niveau de la Seine, c'est de voir quand le flot de la Seine est tellement important au milieu que c'est un effet de chasse et ça nettoie complètement, alors que sur les côtés, ils ont tendance à s'accumuler. Et si vous regardez entre la rivière Hauteur, en fait c'est entre Dieppe et Brighton, ça correspond aux lignes de ferry. Et on a eu le cas en Corse, on a des cartes qui datent de 1995, où on a des objets en verre en quantité importante sur les lignes de ferry. Et ça correspond aux gens qui, à l'époque, avaient tendance à tout jeter. Maintenant, ça a changé. Il nous est arrivé un petit gobelet jaune de la Corsica Ferries. Alors, la compagnie n'est pas importante, si vous voulez, parce que c'est les gens qui jettent, c'est pas la compagnie qui est responsable. Il n'y a pas de polémique derrière mes dires, si vous voulez, mais on arrive à avoir des traceurs comme ça, si vous voulez, et montrer qu'il y a des gens qui sont capables encore de jeter. Les comportements ont quand même changé parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Et donc, du coup, on a moins maintenant sous les lignes de ferry de déchets tels que c'était actuellement. Mais on arrive comme ça à repérer un petit peu les causes et pourquoi ces déchets peuvent être se retrouver à tel endroit. Alors, on a vu dans le cas de la Seine, si le flux est très important, lorsque les rivières sont plus petites, par exemple dans le cas de la Dour, ça pourrait être le cas ici en Corse, le flot n'est pas assez important, si vous voulez, pour les pousser très au large, et donc ils vont s'accumuler tout autour. Et on a des cas comme ça en Corse,
au niveau du Bevinco, par exemple, dans le cas de Bigoulia, on voit bien tous les déchets qui sont sur le fond, parce que justement, il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir les pousser vers l'extérieur et sortir de la lagune, quoi. Voilà, donc ça, c'est des situations qui sont maintenant classiques, qu'on retrouve pratiquement partout. Alors, on est allé voir très très loin et très profond. C'était en 2003, une campagne sur un brise-glace. J'ai participé à cette campagne, 3 semaines dans la glace, tout à fait au nord, à 80 nord. C'était évidemment, exaltant et extraordinaire, hein. Et mon travail, donc, c'était de compter les déchets sur des... On avait un sous-marin qui s'appelle Victor, qui descend à 6000 mètres, et c'était de compter les déchets et de voir s'il y avait des zones dans lesquelles ils pouvaient s'accumuler. Alors, ce qu'on a trouvé, alors on est allé très profond, entre 2500 et 5500, notamment dans une fosse, vous voyez en bas à gauche, une fosse qu'on appelle le Molloy Deep, et on a compté, donc, et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on a trouvé la photo du milieu à droite. Voilà, on distingue assez mal, mais on a trouvé des chaluts. Des chaluts, alors qu'il n'y a aucun pêcheur à 1000 km. Les premiers sont en Islande, et jamais ils remontent si nord, donc ce sont des zones qui sont vraiment complètement dépeuplées. Et ça montre bien que les courants en profondeur peuvent être très violents. Il faut savoir que dans le cas de l'aéroport de Nice, quand il y a eu un effondrement, dans 1978, il y a eu même un mini raz-de-marée, il y a même eu des décès. Les bulldozers qui étaient sur la plaine, qui travaillaient sur l'aéroport, ont été emportés. Les pilotes de sous-marins de l'Ifremer ont retrouvé à plusieurs dizaines de kilomètres au large les pelles de pelleteuses qui ont été transportées par les courants. Donc il peut y avoir des courants, des effondrements, des avalanches comme ça en profondeur dans les canyons, si vous voulez, et ça entraîne tout ce qu'il y a sur plusieurs dizaines de kilomètres. Pour information, le canyon du Var, le fleuve Var, en fait, il y a ce qu'on appelle des courants hyperpycnaux et des courants de turbidité. Ça génère des courants vers le fond, comme ça, assez importants de sédiments. Le canyon, il s'est creusé sur plusieurs millions d'années. Et en fait, il y a un lit profond qui continue, c'est-à-dire que l'eau qui est plus dense descend, elle continue, et le cône distal, ce qu'on appelle le lobe distal, c'est-à-dire que là où les sédiments justement vont se déposer, c'est simplement à 20-30 000 au nord-ouest de la Corse. Et donc les gens ne le savent pas, mais en fait en Corse, on reçoit à 20-30 000 à 2500 mètres de fond, tous les sédiments du Var vont se sédimenter à ce niveau-là. Voilà. Donc on est allé voir pour les déchets, on n'en a pas trouvé, mais par contre, le long du canyon, je vous montrerai là aussi tout à l'heure des images, le long du canyon, on a des quantités qui sont assez importantes. Voilà, donc alors ce qu'on a trouvé, c'est en fait des densités qui étaient à peu près les mêmes que ce qu'il y avait en Manche. Alors en Manche, il n'y en a pas beaucoup parce que le courant est violent, il y a le Gulf Stream qui pousse vers la mer du Nord, mais on a quand même très loin et très profond, si vous voulez, des zones d'accumulation. Et quand on fait les bilans, on arrive à des quantités évidemment à l'échelle d'océan qui sont très 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 importantes. Alors les scientifiques, ils essayent de voir comment ça se passe également dans le temps, donc on a des suivis, on a des campagnes régulièrement, notamment on a des données en Corse, je vais vous présenter ça tout à l'heure, ça permet de cartographier et de voir comment ça évolue. Et on s'aperçoit en fait que ça bouge assez peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Et donc vraisemblablement, ils arrivent, ils se dégradent au bout de 20, 30, 40 ans, et puis après ils disparaissent. On a du mal à montrer une augmentation systématique. Il y a eu quelques travaux qui les montraient, mais il n'y avait pas beaucoup de données pour supporter. La plupart des travaux sérieux montrent que finalement les concentrations, donc il y a une espèce de turnover, donc ils se dégradent au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mais par contre, l'échelle de temps est assez importante. Voilà, alors évidemment, malheureusement, ils se dégradent en microparticules. Donc si on prend, alors c'est du polyéthylène propylène, ça flotte. Donc si on prend un petit chalut, alors vous voyez, il a une forme de vraie manta. Donc on l'appelle un filet manta, c'est un filet anoston, les spécialistes connaissent ça, c'est la partie qui est très superficielle sur l'eau, hein, au niveau de la surface. Et donc on chalute et pendant 20 minutes, parce qu'on ne peut pas voir des microplastiques dans l'eau comme ça, même s'il y en a beaucoup, on ne peut pas les voir directement. Donc on essaye de les récupérer dans un collecteur. Et vous voyez, donc ça, ce sont des échantillons qui ont été faits en Méditerranée. En haut à gauche, vous voyez des collecteurs de filets manta en Méditerranée. Et voilà ce qu'on retrouve, où là on s'aperçoit, une fois que c'est concentré sur 1000 m², ce qui a été pêché sur 1000 m² ou 2000 m², voilà ce qu'on peut trouver. Lorsqu'on regarde au microscope, vous voyez la diversité de ces microplastiques. Et donc il y a là encore des cotons-tiges, des morceaux, des billes de polystyrène, des fragments de plastique et autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle les microplastiques. Et lorsqu'on fait le bilan à l'échelle de la Méditerranée, on est à peu près à 250 milliards. C'est-à-dire qu'actuellement, sur la Méditerranée, il y a 250 milliards de microplastiques comme ça, qui flottent, et chacun avec des propriétés différentes. Certains peuvent même, agir comme support pour des espèces, les véhiculer. Enfin, il y a toute une problématique biologique sur justement les liens entre les différents milieux et autres. Je reviendrai tout à l'heure. Donc c'est sérieux, à l'échelle de l'océan, on en est à peu près à 5000 milliards d'objets flottants, micro et macroplastiques. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que, si vous regardez en haut à gauche, vous avez le nombre de microparticules, c'est-à-dire en nombre, la quantité de microparticules, et si vous avez
en haut à droite, vous allez avoir le nombre de macro-déchets, de gros déchets. Et donc, les gros, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup moins que de microparticules, ce qui est logique, puisque un macro-déchet, ça peut faire plusieurs milliers de micros, puisque ça se dégrade. Et par contre, en bas, c'est en poids, et vous voyez qu'en poids, en fait, il y en a beaucoup plus de macro-déchets, de large, que de micros, c'est en bas à gauche. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est lié, tous les problèmes qui sont liés au poids, par exemple les contaminants chimiques qui seraient fixés dessus, ou bien les plastifiants qui seraient dans les plastiques, en fait, c'est surtout les macro-déchets qui sont importants. Et tout ce qui est lié au nombre, par exemple, la dispersion des espèces qui se fixeraient dessus, là, ce sont plutôt les microplastiques qui sont importants. Donc, ce sont des détails, si vous voulez, pour les scientifiques, mais ça veut dire que les impacts sont différents selon qu'on considère les micros ou les macros. Alors, dans le cas du tsunami, il faut savoir qu'il y a à peu près 175 espèces qui sont arrivées en Amérique du Nord qui venaient du Japon, à cause des déchets. Ils auraient pu venir pendant les millions d'années avant, sur les bois, les noix de coco et autres, ils ne sont jamais venus parce que ce n'était pas possible. Mais par contre, on arrive à un transfert comme ça de certaines espèces, et pour certaines même qui pourraient être toxiques. Voilà, alors, pour comprendre comment ça marche, en fait, le principe de l'accumulation de ces plastiques en mer, il faut savoir qu'il y a un courant équatorial, donc, qui va toujours de l'est vers l'ouest. Je vais revenir peut-être en arrière. Il va toujours de l'est vers l'ouest. Et donc, ça déplace de l'eau à l'équateur de l'est vers l'ouest. Donc, si on prend l'exemple de l'Atlantique, l'eau qui arrive à l'ouest, en fait, elle va rentrer dans le golfe du Mexique. Évidemment, ça dure depuis toujours avec les alizés, c'est un régime permanent, plus ou moins marqué dans l'année, mais l'eau va monter à l'ouest, donc il va y avoir beaucoup plus d'eau. Évidemment, l'eau, elle ne peut pas monter jusqu'au ciel, et donc qu'est-ce qui va passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'elle s'évacue, elle va remonter soit vers le nord, soit vers le sud. Vers le nord, ça s'appelle le Gulf Stream, que tout le monde connaît, mais en général, les gens n'ont pas dans l'esprit, comment dire, la genèse, pourquoi c'est généré. C'est parce qu'il y a trop d'eau dans le golfe du Mexique, simplement, et il faut aller combler les déficits qu'il y a ailleurs, en Arctique par exemple, ou également au niveau de l'équateur, puisque l'eau est partie à l'est, il n'y a plus d'eau, il y en a moins, il y a une différence d'altitude, et donc du coup, elle revient comment dire, en Europe, et il y a une branche qui redescend pour combler le déficit d'eau qu'il y a à l'équateur. Et ça, depuis des millions d'années, l'eau circule comme ça, c'est ce qu'on appelle les courants géostrophiques, parce que les alizés poussent à l'équateur, et donc ça oblige l'eau à circuler comme ça. Et donc vous imaginez, donc vous voyez la branche du Gulf Stream à gauche, là par exemple, c'est une eau chaude qui rentre dans les eaux froides qu'il y a au nord, et donc vous imaginez la zone centrale, c'est comme un lavabo, on fait tourner l'eau, vous voyez facilement le savon qui s'accumule, ben là c'est à l'échelle d'un bassin océanique, ça tourne comme ça si vous voulez, et au milieu vont s'accumuler tout ce qui flotte. Donc la première chose qui est connue, c'est les sargasses par exemple. Ça porte le nom de la mer des sargasses parce que les sargasses sont des algues flottantes et que depuis toujours, elles se sont accumulées dans cette zone-là. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la mer des sargasses. Sargasso, en portugais, ça veut dire varech, c'est une algue en fait. C'est simplement, ça veut dire que c'est la mer des algues, quelque part. Quoi, voilà. Et vous avez également les petites tortues, vous avez également les civelles d'anguilles, et puis depuis quelques dizaines d'années, vous avez les plastiques qui vont s'accumuler avec des densités de plus en plus importantes dans ce qu'on appelle les zones de convergence. Vous voyez un petit peu comment c'est fait, la genèse, et pourquoi. Et ça, c'est vrai dans tous les bassins océaniques, c'est-à-dire que c'est la même chose en Atlantique Nord. Vous avez la même chose dans l'Atlantique Sud, mais inversé, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça longe les côtes du Brésil et ça revient le long des côtes d'Afrique. Dans le Pacifique, c'est pareil, ça longe les côtes d'Australie, ça revient le long des côtes d'Amérique du Sud. Ou alors ça longe les côtes vers le nord du Japon pour aller en Amérique du Nord, c'est ce qui s'est passé dans le cas du tsunami. C'est ce courant-là qui a repris la circulation des déchets, c'est cette circulation qui a repris les déchets pour les amener en Amérique du Nord. Et donc, au niveau de l'équateur, il y a un déficit d'eau, et lorsque le déficit ne se fait pas, ça fait un contre-courant qu'on appelle El Niño, dont tout le monde a entendu parler, mais en fait c'est lié à cette circulation dite géostrophique à ce niveau-là. Voilà. Et donc ça provoque l'accumulation, comme les transports de manière générale, l'accumulation des déchets avec des densités. Dans la réalité, ce n'est pas des continents de plastique, les gens ont parlé de ça parfois, d'îles de plastique et autres, c'est simplement les densités qui sont plus fortes. Il y a 2 fois plus ou 3 fois plus de microplastiques, et il faut les collecter avec un chalut pour voir vraiment qu'il y en a plus. Ce n'est pas de visu, on ne les verra pas, mais c'est simplement... Donc ça, c'était imaginé par des associations, ou qu'on appelle les organisations non gouvernementales, qui font de l'information comme ça, mais en fait, c'est complètement exagéré, c'est simplement des densités qui sont plus fortes. Ça, c'est la réalité. Alors, les courants méditerranéens, on essaye de les comprendre. Donc, vous voyez, on jette des bouées, des drifters, on a fait ça ici à l'Ifremer, et on essaie de comprendre un petit peu comment ces bouées vont circuler. Donc vous avez en haut à gauche les trajectoires d'une bouée qui a été lancée dans le nord-ouest de la Corse, qui est remontée dans le golfe de Gênes, qui est allée aux Baléares. À l'époque, en hiver, donc l'eau était froide, et c'est pour ça que vous avez une branche bleue qui revient vers la Corse
vers le nord-ouest de la Sardaigne et après le long de la Corse, pour refaire encore un tour et après descendre et arriver en Tunisie. Donc voilà une trajectoire, c'est 9 mois de transport. 9 mois de transport. Alors ça, c'est intéressant pour nous parce que ça permet de comprendre comment des déchets peuvent circuler et pourquoi, par exemple, sur les plages de Corse, dans l'Est, on reçoit de temps en temps d'abord des packs de lait Parmalat. Bon, c'est pas difficile à comprendre, ça vient d'Italie, mais des babouches, par exemple, ça nous est arrivé. Donc c'est simplement parce que les courants favorisent le transport d'un pays à l'autre. Alors ça, c'est excessivement lourd de conséquences parce qu'imaginez des mesures qui soient prises. On dit, par exemple, on interdit les sacs plastiques en Corse pour ne pas avoir de pollution. Comme de toute façon, ça vient d'Italie ou d'ailleurs, il y a peu de chances, si vous voulez, que ça serve à quelque chose. À l'inverse, alors ça c'est vrai pour les plastiques, mais c'est vrai aussi pour les espèces. On a eu l'occasion d'en parler avec des spécialistes. En fait, ces transports-là, ça marche aussi pour les larves. Donc si vous avez par exemple une réserve qui est à un endroit, eh bien, les courants vont prendre les larves qui ont été pondues dans cette réserve, et en fait, la réserve, elle sert les intérêts de destination des larves plutôt que de la réserve elle-même. Donc une réserve, de manière générale, ça protège les géniteurs plutôt que, les larves et les espèces issues de la reproduction, qui, elles, sont plutôt favorisées dans d'autres zones à cause de la dispersion. À droite, vous avez des essais de simulation qu'on avait fait avec le lama. À droite, ce sont des essais de simulation qu'on avait fait avec le lama pour des déchets au microplastique, peu importe, qui sortiraient de l'Arnaud, donc pour savoir, selon les conditions météo, ce que ça peut devenir. Donc là, c'est 6 jours de simulation au niveau de l'estuaire, puis après au bout de 2 jours, et puis après au bout de 6, et on voit justement comme ça une dispersion. Et alors ce qui nous intéressait, c'est de savoir quels sont les liens justement d'une zone à l'autre, et s'il peut y avoir des transferts. Donc voilà l'échelle de la Méditerranée, vous voyez, en haut, ce sont des zones dites de convergence sur l'année, c'est-à-dire on essaie de voir où est-ce que pendant un an, si les déchets circulent avec l'eau pendant un an, où est-ce qu'ils vont s'accumuler. On s'aperçoit que finalement, il y a peu de zones d'accumulation, c'est à peu près neutre, ça reste blanc. Par contre, tout à fait en bas, je reviendrai sur le milieu après, tout à fait en bas, ce sont des simulations sur 3 mois. Et là, par contre, on voit qu'il y a des zones qui sont rouges, et donc ça veut dire qu'il y a des zones en Méditerranée où pendant 3 mois, il peut y avoir une convergence, il va y avoir justement une concentration de ces déchets-là. Et vous voyez par exemple Ouest Corse Sardaigne, il y a une zone en été chaque année qui fait que les déchets vont se concentrer à ce niveau-là. Et vous en avez une également dans le golfe de Libye. Au milieu, ce sont des prédictions d'atterrissage de déchets et savoir où sont les plages où vont atterrir ces déchets. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart des déchets, normalement, vont aller sur la partie sud-est du bassin. Toutes les côtes de Libye et d'Égypte, c'est là où vraisemblablement ils auront tendance à s'accumuler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des plages en Corse, sur le continent, par exemple, où il y en aura beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup. En fait, il peut y avoir des cas localement, bien évidemment, selon les conditions météo. Mais globalement, la circulation moyenne fait que c'est surtout dans les zones sud-est de la Méditerranée qui vont s'accumuler. Donc voilà les schémas de circulation. Donc on a des gyres, ce qu'on appelle des gyres, un petit peu comme ce que je vous ai expliqué pour les grands bassins océaniques, mais en fait, elles sont temporaires, elles ne marchent que pendant 3 mois, et on ne peut pas avoir d'accumulation permanente dans certaines zones dans le bassin méditerranéen. Et en bas, ce sont les mêmes prédictions d'accumulation de microplastiques, dans ce cas-là, et on s'aperçoit que c'est également dans la partie sud-est du bassin que vraisemblablement tous les déchets vont aller. Donc malheureusement, il y a des gens qui sont là, qui vont les recevoir plutôt que d'autres ailleurs. Donc voilà des données de déchets flottants autour de la Corse. Et ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est de voir que les densités sont les plus importantes au niveau d'un courant, qu'on appelle le courant liguro-provençal. Et donc vous voyez qu'à la côte, d'une manière générale, il y en a peu. Dans le canal de Corse, les courants sont assez forts, il y en a peu. Alors ça dépend des périodes. En hiver, il peut y en avoir aussi beaucoup, il y a certaines périodes. Mais par contre, entre la Corse et le continent, il y a une veine comme ça, qui va du nord-est vers le sud-ouest, qui correspond au courant ligure, c'est-à-dire que c'est la circulation générale. En fait, en Méditerranée, l'eau longe la côte italienne, et lorsqu'elle arrive sur le socle de l'île d'Elbe, en fait, il y a un socle, il y a un véritable socle, puisqu'il y a des îles qui sortent, et donc la profondeur d'eau est moindre. Le volume d'eau est trop important, elle ne peut pas passer. Et donc ce qui se passe, c'est qu'elle rentre dans le canal de Corse pour remonter vers le nord, et lorsqu'elle rentre dans le canal de Corse, suivant les vents et les courants, il peut y avoir des cas où tout va revenir sur la côte directement de Corse. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on échantillonne, lorsqu'on va voir sur les plages,
très souvent, on a des déchets qui viennent d'Italie. On a des cas qui sont assez, comment dire, parlants. Il y a eu une tempête fin 2012 à Naples, où il y avait des bateaux qui sont arrivés, des bateaux de plaisance qui ont été enlevés des ports à cause du mauvais temps, et la gendarmerie maritime a été obligée d'aller chercher les propriétaires en Italie pour leur demander de venir enlever les bateaux. On a eu le cas dans le journal il n'y a pas longtemps d'une cage d'aquaculture qui faisait 30 mètres de large, qui est arrivée, elle venait d'Italie, typiquement, et donc ça correspond justement à la circulation des courants. Et ça c'est important parce qu'on peut prévoir les zones comme ça. On a un travail actuellement en cours où on fait un inventaire des sites, des décharges naturelles le long du littoral de la Corse. On a commencé déjà sur toute la partie nord, et on arrive à avoir effectivement des zones privilégiées d'accumulation sur lesquelles on devrait pouvoir au moins nettoyer, si ce n'est, comment dire, prévenir. Alors on travaille de manière approfondie sur les courants en Corse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme à l'échelle des bassins océaniques, les courants ils sont générés par des différences d'altitude. Donc vous avez tout à fait à gauche, c'est la différence d'altitude de l'eau entre le bassin oriental et le bassin occidental de la Corse. Donc ce sont des mesures satellites. En fait, la hauteur d'eau n'est pas la même. Il y a une différence de quelques millimètres qui fait que, puisqu'il y a une différence de quelques millimètres, comme dans le cas du Gulf Stream, il y a l'eau qui va avoir tendance à aller là où il y en a le plus vers là où il y en a le moins, comme pour les courants aériens. Voilà. Après, donc, on a des différences de température, c'est pareil, comme pour les nuages et les masses d'air. S'il y en a une qui est plus froide, elle va avoir tendance à aller vers la plus chaude, vers la moins dense, en fait. Et c'est pareil pour la salinité. Et donc ça, ce sont les facteurs qui génèrent les courants. Et la deuxième, en partant de la gauche, ça correspond à des veines de circulation de courant, justement, qui sont des résultantes de situations de ce qu'on appelle le forçage hydrodynamique. Bon, c'est pas intéressant sur le plan de parler dans le détail de ça, mais simplement pour dire que selon les courants, selon la température, la salinité ou la hauteur d'eau, par exemple, ça va générer des courants différents. Et donc on est capable de faire des espèces de radiographie des courants. Donc ce sont des radiales qu'on fait en longueur comme ça, et sur la tranche d'eau, un petit peu comme un scanner, si vous voulez, on a l'intensité des courants et les croisements. Donc là, vous avez par exemple en haut à gauche des directions. Selon que ça vient de 360 degrés ou bien 180 degrés, c'est vraiment la direction, eh bien ça donne des couleurs différentes. Et là, ça permet de voir, c'était dans les Bouches de Bonifacio en travers, ça permet de voir qu'il y a deux masses d'eau, dont une par exemple qui circulait en surface, alors que les autres circulaient dans l'autre sens. Et on arrive comme ça à caractériser, à avoir une représentation, 3 dimensions des courants. Et c'est assez intéressant parce qu'évidemment, après, ça permet de modéliser. Et donc là, vous avez des cas où on simule le transport des déchets. Alors imaginez le Concordia, par exemple. La question qui se posait, est-ce que les déchets qui viennent du Concordia pouvaient arriver sur les côtes corses? Ou est-ce que s'il y a un accident, par exemple, dans les Bouches de Bonifacio, tous les déchets d'un navire, où est-ce qu'ils vont aller? Mais là, c'est un scénario selon une météo. Et on s'aperçoit que si effectivement il y a un accident dans les Bouches de Bonifacio, il y a des cas, selon les courants, on peut prévoir ça, où tous les déchets, en un mois, ils rentrent sur les côtes italiennes. Donc les Italiens vont recevoir. La plupart des cas, c'est on recevra d'Italie. Et là, c'était un scénario pour nous rassurer, si j'ose dire. Tout partira vers l'Italie. Voilà, je plaisante. Alors, le problème, c'est que ces plastiques, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ils sont légers et résistants, et donc, évidemment, leur dégradation va prendre un certain temps. Ça peut être de l'ordre de plusieurs centaines d'années. Si c'est des déchets du verre, par exemple, ça peut être plusieurs milliers d'années. J'ai lu d'ailleurs hier qu'il y a une société qui vient de faire un système de gravure pour stocker des données sur du verre et qui garantit une durée de vie de 138 000 ans. Donc, vous voyez un petit peu le progrès. Ça, inévitablement, ce type de support, si ça va dans le milieu marin, il sera au moins pour 138 000 ans. Et donc, du coup, ça peut. Alors, on peut se rassurer en disant que les amphores sont des vieilles bouteilles de vin et que finalement, avec le temps, elles ont pris de la valeur, non pas pour le contenu, mais pour le contenant. Et donc, il y a même une valeur patrimoniale dans certains cas des déchets. Mais malgré tout, si vous voulez, c'est pas très rassurant de voir des fonds comme ça. On est à 1000 mètres. Je vous montrerai les images de sous-marins tout à l'heure de l'état du fond. Donc les surfaces s'altèrent également, ça donne des microfibres et autres. Et donc on a compté les microplastiques sur les plages, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des densités d'une manière générale qui sont moindres en Corse pour les plages. Mais par contre, lorsqu'on est en mer, on a des densités qui sont assez importantes. On a trouvé des densités de l'ordre de 106 000 par kilomètre carré dans les Bouches de Bonifacio. Les Italiens qui font des transects sur les ferries font des mesures de déchets flottants. Ils ont des densités qui sont de l'ordre donc de 1 à 2 objets par kilomètre carré, dans le cas des gros déchets. Donc on commence à avoir une idée un petit peu de ce qu'il y a autour de la Corse. Et voilà. Alors le problème, c'est que ces déchets, mais malheureusement, ils ont un impact. Alors il y a des gens qui parlent il y a différents types d'impacts connus, c'est spectaculaire parfois, évidemment. Ce qu'il faut retenir, peut-être, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a 3 grands types d'impacts. L'étranglement, ça c'est caractéristique, donc des filets abandonnés, par exemple, perdus par des pêcheurs, ils continuent à pêcher pendant 1 an ou 2.
et donc ça tue énormément de bestioles, quoi. Ou bien des long lines, ou bien un sachet plastique par exemple, il y a des animaux qui peuvent se prendre dedans et s'étouffer. Et donc ça, c'est responsable de la mortalité d'énormément d'individus. Vous avez plusieurs exemples, les tortues sont très sensibles, les dauphins également. Les oiseaux évidemment peuvent se prendre également, vous voyez le bec par exemple, dans un bouchon et mourir. Ça représente des centaines de milliers d'organismes chaque année. Il y a même des zones très sensibles, par exemple Alaska, à cause de la pêche industrielle qu'il y a. Les populations de phoques ont été quasiment pas décimées, mais si vous voulez, fortement altérées, justement, parce qu'il y a tout un ensemble d'engins de pêche qui restent encore dans le milieu marin. Le deuxième type d'impact, c'est l'ingestion. Donc il y a des espèces qui, malheureusement, n'ont pas de chance, sont très sensibles à ça. Vous avez le cas de certains oiseaux. Donc vous voyez l'estomac, ça c'est l'estomac d'un oiseau qu'on appelle le fulmar en haut à gauche, avec tous les plastiques. Alors vous imaginez, ça fait 0,6 g. C'est le poids moyen dans tous les oiseaux de la mer du Nord de cette espèce. C'est uniquement sur une espèce, parce qu'elle a une poche dans laquelle elle garde les plastiques, mais 0,6 g, c'est la quantité moyenne dans un estomac. Donc maintenant, si on extrapole, pour un oiseau qui fait à peu près 1 kg, si on extrapole, comment dire, à un homme, on est à peu près à 60 g de plastique. Donc vous avez en bas ce que représente la quantité dans un fulmar et ce que représenterait la quantité chez un homme. Donc ça, c'est la valeur actuellement moyenne des quantités de plastique dans les oiseaux de la mer du Nord, d'une certaine espèce qu'on appelle Fulmarus glacialis. Donc vous imaginez que ça ferait longtemps qu'on aurait pris des mesures, alors que pour les oiseaux, personne n'en a jamais parlé. Et donc ça, c'est là qu'il y a un problème, si vous voulez, c'est que, bon, je comprends bien que la santé publique est importante, forcément, si vous voulez, mais de là à négliger l'environnement à ce point, quelque part, on peut se poser des questions. Alors, dans le cas des tortues, on arrive à des densités de l'ordre de 2 kg, 2,5 kg par tortue. On a fait des comptages il n'y a pas longtemps, puisqu'il y a des spécialistes maintenant qui sont en Corse, qui travaillent avec nous. Et dans le cadre d'une directive européenne, il y a des mesures qui sont faites. On est pour la Méditerranée française à 45% des tortues qui ont des déchets dans l'estomac. À La Réunion, 100%. Tous les échantillons qui sont faits, alors ça se fait sur des échouages. Il y en a beaucoup en Corse, il y a des populations de tortues assez importantes, mais ça se fait également lorsqu'il y a des tortues malades qui sont ramenées dans les centres de soins. On regarde ce qui est excrété en 2-3 semaines et on arrive à compter comme ça. Et en fait, à La Réunion, dans tous les cas, toutes les tortues ont des déchets dans l'estomac. Après, vous avez des poissons, comme en bas à droite, qui, eux, vivent en surface la nuit, les poissons du plancton, et ont tendance à avaler des microplastiques, donc ils n'ont pas de chance, ils ont un mode de vie qui les expose beaucoup plus que les autres. Mais sinon, d'une manière générale, l'ingestion, elle est quand même limitée à certaines espèces, et les filtreurs sont plus sensibles, les moules par exemple, parce que ça filtre beaucoup d'eau, les baleines, évidemment, à chaque fois qu'elles ingèrent, les baleines qui filtrent, elles en prennent beaucoup d'eau, et donc du coup, tous les microplastiques avec, puisqu'elles sont assez proches de la surface, et donc ça fait des quantités ingérées assez importantes. En termes d'impact, c'est quand même assez limité, c'est uniquement des cas d'occlusion intestinale, mais d'une manière générale, comment dire, si on prend par exemple des particules fluorescentes de microplastiques qu'on donne à manger à du phytoplancton, c'est ce qui est en bas à droite, ou bien en haut à gauche, on arrive à suivre, on s'aperçoit que ça reste dans l'estomac et que ça va être excrété. Dans le plancton, il faut quelques heures, dans les moules 2-3 jours, et pour les tortues, 2-3 semaines, et tout est excrété. Donc ça limite les risques, mais malgré tout, il y a des occlusions, il y a toujours cette persistance de déchets dans les estomacs. Après, le troisième type d'impact, après l'étranglement et l'ingestion, ben, c'est le transport des espèces, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc pratiquement tous les groupes zoologiques sont présents sur les supports. Donc vous avez en bas sur des microplastiques des algues. Vous avez également donc, des gros organismes qui se fixent. À gauche, en bas, ce sont des poches de moules qu'on avait immergées, qu'on a récupérées après 2-3 mois. Et on s'aperçoit que tous les supports servent à la fixation d'espèces. Et lorsqu'ils sont perdus, qu'ils se déplacent, évidemment, toutes les espèces se déplacent avec. Ça change non seulement donc, ça, mais il y a également un impact sur les comportements, puisque vous voyez, les oiseaux, par exemple, ont des comportements complètement changés. Quand j'étais étudiant à l'université à Marseille, à la station marine d'Andoum, à l'époque, il y avait un prof qui nous expliquait qu'il y avait un train qui partait à Auréguilière pour aller de la Blancarde à la décharge d'Entresens, qui est à 50 km. La décharge a été fermée maintenant. C'était une décharge publique, et donc tout était empilé, et toutes les ordures de Marseille partaient et voyageaient en train pendant à peu près 1 heure avant d'arriver et d'être déversés. Et les oiseaux, les goélands, avaient un cycle de vie complètement perturbé. Ils arrivaient à l'heure, 1 minute avant le départ du train, et pendant tout le trajet du train, ils se nourrissaient sur les déchets, et hop, ils revenaient sur Marseille, et leur cycle de vie, c'est simplement de faire l'aller-retour comme ça. Voilà. Et donc ça change aussi les comportements, ça peut être assez spectaculaire. Évidemment, on n'a pas en tête toutes les conséquences, mais j'ai vu par exemple en Afrique, à Libreville, un magnifique totem qui faisait 4-5 mètres, superbe, très expressif en plus, c'était magnifique, qui est fait avec des déchets comme ça. Et alors là, c'est assez à la fois beau et catastrophique, c'est que beau parce que il y avait de la création,
est catastrophique parce que c'était inconscient, c'est-à-dire que ce sont des gens qui récupèrent ça comme ça, font naturellement ça, et sans se poser la question de savoir justement s'il y a un problème environnemental ou pas, alors que derrière, effectivement, il y a un problème. Donc c'est un petit peu, comment dire, fort comme image. Vous avez la laisse de mer, par exemple, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Il faut nettoyer pour le tourisme. Il faut savoir qu'à Nice, par exemple, ils dépensent à peu près 2-3 millions d'euros par an pour nettoyer les plages. Il y a 35 personnes qui travaillent, des avions pour repérer les nappes, parce que la question elle est relativement simple, c'est soit les touristes, soit les déchets. Il n'y a pas de secret. Au Pays Basque, c'est la même chose. Ils ont mis même des filets à Saint-Jean-de-Luz pour limiter les arrivées sur les plages, parce que les enjeux économiques sont beaucoup trop importants. La Commission européenne, elle estime que les coûts sont de l'ordre de 263 millions d'euros par an, uniquement en Europe, à cause des déchets marins. 263 millions d'euros, ça veut dire qu'on commence maintenant à réfléchir ce qu'on peut faire, parce qu'il y a quelque chose à gagner, si j'ose dire, ou en tout cas à économiser. Donc c'est pour ça que les politiques maintenant commencent à s'y intéresser, parce que les enjeux sont quand même assez importants. Le dernier exemple d'impact économique, c'est en bas à gauche, c'est pour les pêcheurs. Évidemment, il y a comment dire, le temps passé à trier les poissons, par exemple, réparer les filets qui sont pris dans des épaves ou des choses comme ça. Également des risques pour la santé, ça c'est les plus connus. Il peut y en avoir d'autres. Alors on commence maintenant à se poser la question de savoir si les pathogènes ne peuvent pas être transportés par des microplastiques. Donc on sait qu'il y a des pathogènes poissons qui le sont. On sait qu'il y a des bactéries de la famille de Vibrio, par exemple, qui sont transportées. Et donc on imagine qu'un jour il y a quelqu'un qui va montrer qu'un Vibrio pathogène pour l'homme peut être transporté également en mer par des plastiques s'il survit, parce que la plupart quand même ne survivent pas, heureusement. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour illustrer. Il y a l'université, on travaille avec l'université actuellement, qui a un programme justement sur l'identification des espèces en microscopie électronique et sur les plastiques qu'on trouve autour de la Corse, et on commence à voir des choses intéressantes. Alors les solutions, évidemment, le problème, si vous voulez, c'est que comme les sources sont complexes, il y en a beaucoup. Il y a les gens d'abord, parce qu'il y a 7 milliards d'individus, donc il y a 7 milliards de sources potentielles individuelles de déchets, plus des circuits, par exemple les courants en mer ou bien les rivières ou des choses comme ça. Et donc ça multiplie les solutions nécessaires pour réduire le problème. Et on ne peut pas avoir une seule solution qui résoudrait le problème directement, si ce n'est arrêter complètement le plastique, ce qui n'est pas possible, bien évidemment. Et donc, on essaye de trouver des solutions localement. Sur l'Adour, par exemple, ils ont mis des barrages, et ça marche relativement bien, ils essayent de limiter. Après, il y a le nettoyage dans les ports individuels, évidemment, ça génère beaucoup de travail. Il faut beaucoup de bonne volonté, si j'ose dire. Vous avez également donc, des opérations comme Vacances Propres, où ils distribuent des sacs, ils mettent ça sur les plages. Ça marche très bien. Maintenant, ils font ça dans les ports. Et les gens jouent le jeu, et donc ça limite énormément les quantités. C'est assez remarquable comme opération. C'est pas, comment dire, à but non lucratif, mais c'est pas une opération, si vous voulez, commerciale au sens propre du mot. Et donc, du coup, c'est très intéressant. Vous avez le ramassage avec la réserve qu'on pourrait avoir. C'est systématiquement, je pense que c'est très bon sur le plan éducatif, de demander à des jeunes, par exemple, d'aller nettoyer. On ne peut pas demander aux jeunes d'aller systématiquement nettoyer ce que d'autres ont rejeté, ça n'a pas de sens quelque part, si vous voulez, c'est pas intéressant. Donc si ce n'est pour informer, là, je pense que ça a valeur, mais ça a de la valeur, si vous voulez, mais ce n'est pas une bonne solution. Voilà. Après, d'autres solutions, le ramassage, en certains cas, ça a été financé même par la Commission européenne, notamment pour les pêcheurs. Ça peut se justifier dans certaines zones très localisées. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est les zones où il y a beaucoup de pêcheurs, de récupérer les filets sur les fonds parce qu'ils ont une valeur. Et donc, ça peut être, si ce n'est recyclé, au moins réparé et réutilisé. Et donc, stimuler, par exemple, la récupération, là, c'est intéressant. Alors, ils ont imaginé des bateaux particuliers pour récupérer sur les ports et autres. Il y a beaucoup d'associations qui sont intéressées. Il y a même une initiative, comment dire, pour nettoyer les océans. Il faut absolument oublier ça, parce que ce n'est pas techniquement réalisable. Et puis, ça ne vaut pas le coup d'aller au milieu des océans à récupérer le peu de plastique qu'il y a, quand on ne le fait pas ici, alors qu'il y en a beaucoup plus. Voilà, quelque part, si vous voulez, voilà. Alors tout un ensemble de lois, de conventions, les politiques de déchets, évidemment toujours des difficultés de mise en application, comme toujours. Une amende pour quelqu'un qui jetterait des déchets, c'est difficile à mettre en œuvre. Pourquoi telle personne et autre. Mais en fait, il y a des textes réglementaires. Par contre, il y a des initiatives qui sont assez importantes pour les déchets. Pour le problème des déchets marins, c'est la directive stratégie marine, c'est une directive européenne qui a inclus, pour la première fois, c'était en 2008 qu'elle a été lancée, qui inclut les déchets comme une vraie pollution. Il a fallu attendre de nombreuses années avant que les gestionnaires et les politiques considèrent ça vraiment comme un problème. C'est le cas maintenant. Donc ça génère tout un ensemble de programmes de surveillance, de programmes de réduction, d'interdiction à venir. Par exemple, l'interdiction des sacs plastiques, c'est en partie lié à cette directive, parce que justement, il y avait toute une information qui montrait que ça altérait le milieu marin, et c'est une des raisons pour laquelle, à partir du 1er janvier 2017, tous les sacs plastiques seront interdits, non recyclables seront interdits en France.
Voilà. Et puis il y a le G7 donc récemment qui a lancé une initiative, donc pas au même niveau, mais quand même dans les mêmes recommandations, après la Syrie, l'Ukraine et puis l'Ebola, a commencé à parler des déchets marins. C'est lourd de conséquences parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience au niveau des responsables, à un haut niveau, si vous voulez. Et donc, en général, c'est suivi de décisions, même s'il y a des inerties, ça génère quand même du travail, de la recherche, et puis tout un ensemble de programmes et de financements. Voilà. Alors, en France, donc, sur le sujet, ce qui a été proposé, d'abord, ils ont inclus les déchets marins comme une des lignes et les 50 points de la conférence environnementale en novembre 2013. Donc, c'est-à-dire qu'au même titre que l'économie circulaire, il y a une ligne, on est très heureux pour ça, pour les gens qui suivent le sujet, qui concerne justement l'amélioration des connaissances sur les déchets marins et des solutions pour réduire ce problème-là. Vous avez également donc une conférence qui a été organisée il y a peu de temps, qui a listé l'ensemble des solutions et comment organiser leur mise en œuvre. Et ça va se faire, c'est quelque chose qui est prévu, si vous voulez, ça commence. Il y a vraiment des décisions dans ce sens-là. Et puis donc des propositions plus récentes, l'interdiction des sacs plastiques, l'interdiction des ce qu'on appelle les microbennes, c'est ce qu'on met dans les produits cosmétiques. Vous savez, les abrasifs, ce sont des toutes petites particules. Ça permet d'éliminer, de nettoyer la peau, par exemple. Ce sont des particules, ce sont des microplastiques. C'est fait de polyéthylène, par exemple. Et donc, normalement, l'industrie a anticipé, c'est-à-dire qu'avant même que les lois qui sont en préparation soient appliquées, des grands industriels, Procter & Gamble et autres, Unilever, ont déjà retiré ça, parce que symboliquement, comment dire, ça leur coûte pas grand-chose. Mais par contre, ça marque leur intérêt, ça fait savoir aux gens qui sont intéressés pour des problèmes d'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du polyéthylène, donc c'est des granulés de polyéthylène qui sont dans les cosmétiques, mais en fait, les fluidifiants qui sont dans les cosmétiques sont aussi du polyéthylène liquide. Donc c'est des produits qui ne sont pas toxiques en tant que tels, si vous voulez, quoi. Et c'est aussi des fluidifiants. Donc si on baisse la quantité de microparticules abrasives, mais qu'on augmente les fluidifiants, ça revient même, pour eux, pour les industriels, ça revient absolument au même. Par contre, c'est vrai que ça fait moins de microparticules en mer, et donc quelque part, l'environnement, il gagne malgré tout. Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter, je pense, du polyéthylène, c'est un produit qui est tout à fait naturel, donc c'est pas ça qui compte, c'est simplement sa forme qui peut être gênante dans son cycle de vie. Voilà. Alors donc, voilà des exemples de travaux qui ont été faits en Corse. C'est quand même assez intéressant parce qu'on est normalement une des zones les plus propres de Méditerranée, en tout cas pour tout un ensemble de pollutions chimiques, ça c'est vrai. Mais on s'aperçoit que on est malheureusement soumis à tout un ensemble d'apports extérieurs, notamment l'Italie, j'en ai parlé tout à l'heure, des courants et autres. Et donc on a eu des études, ce dont je parlais tout à l'heure, d'un inventaire des zones d'accumulation naturelle. On a traité l'ensemble du Cap Corse, tout le périmètre du parc, et on va étendre dans l'ensemble de la Corse. Et on a eu des cartographies, enfin on a tous les éléments, on n'a pas encore sorti les résultats si vous voulez, mais on a tous les éléments pour cartographier justement ces décharges, les positions et autres. On a eu un travail qui a été fait donc avec les réserves de Corse sur les déchets dans les nids, la réserve de Bonifacio par exemple, Finocchiaro, et puis la source sanguinaire et autres. Et donc, en fait, l'idée c'est de voir, il faut savoir que les oiseaux, en fait, ils font, au moment de la vinification, ils prennent tout ce qui est brindille, qui ressemble à une brindille pour faire un nid, ils ne font pas la différence. Et donc, le problème c'est que si on veut évaluer la pollution marine, on est obligé de s'attacher uniquement à des nids d'espèces qui vivent en mer. Si on fait ça sur des goélands, en fait, ils se nourrissent à terre, donc c'est pas de la pollution marine. Donc il y a une stratégie, si vous voulez, mise en œuvre de ce type d'études, qu'il faut se limiter à certaines espèces. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille sur les cormorans huppés, qui eux sont vraiment des oiseaux en mer, qui vivent en mer, et qui font leur nid. Donc de temps en temps, très souvent, ce sont des objets qui sont assez longs, par exemple des branches de lunettes, ou bien des morceaux de filet aussi, parce que c'est douillé quelque part. Et donc c'est assez intelligent dans la démarche d'un oiseau. Et par contre, le problème, c'est que ce sont des produits synthétiques, et donc on a une classification des sites selon le nombre de nids qui ont le pourcentage de nids qui ont des déchets, et selon le nombre de déchets dans les nids. Et donc on s'aperçoit que en Corse, il n'y a pas beaucoup de nids qui ont énormément de déchets, alors que sur le continent, en Bretagne par exemple, autour de certaines villes, on est à plus de 20 déchets par nid, dans certains cas, donc autour des villes par exemple. Et sur le nombre, il y a des zones où il n'y en a pas du tout. Donc il n'y a pas du tout de déchets, notamment au centre des bouches de Bonifacio. Et donc c'est intéressant parce que ça permet de discriminer les sites par rapport aux autres et de voir vraiment l'impact de la pollution. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est une espèce qui vit de la mer de Barents jusqu'à la mer Noire, donc du nord de l'Europe jusqu'à la mer Noire, et qui pour l'Europe est particulièrement intéressante parce que ça permet de comparer l'ensemble des sites avec la même espèce et la même technique.
qu'on ne peut pas faire avec les tortues, par exemple, parce qu'il n'y en a pas dans le Nord, ou avec certains oiseaux qu'on n'a pas en Méditerranée. Et donc, du coup, il y a un intérêt particulier pour ce type d'approche. Et les premiers travaux sur le sujet ont été démarrés en Bretagne et en Corse également, où on a déjà des informations pour montrer que les nids sont quand même de toute façon un petit peu touchés. Donc voilà un travail qui a été fait sur des données qui ont été collectées il y a quelques années, en 2011-2012. C'est un travail qui est en cours de publication, c'est original, hein, c'est un travail qui n'est pas encore très connu. Mais il y a eu des survols aériens pour faire l'inventaire de ce qu'on appelle des grands organismes marins, donc tortues, requins, les grands oiseaux par exemple, cétacés et autres. Ça a été fait par l'Agence des aires marines protégées, et puis Pélagis qui était basé à La Rochelle, l'aquarium de La Rochelle, enfin à côté de l'aquarium de La Rochelle. Et donc ça représente des centaines et des centaines d'heures d'avions et des survols pour quantifier. Et donc on arrive à quantifier les tortues quand on en voit. Elles ne sont pas toutes là, il faut qu'elles soient en surface et autres, mais malgré tout, sur la répartition, on a une indication qui est assez bonne de leur présence. Et puis également des déchets. Alors les déchets sont les gros, hein, de 20 cm. Et en général, s'il y a des gros, il y a aussi des petits. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de différence dans les comportements et autres. Et donc ça permet d'avoir des cartographies à la fois de tortues et de déchets. Et donc à partir de là, on transforme ça en probabilité. Donc ça, c'est un travail, de scientifique. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt là maintenant. Mais en croisant les probabilités, on peut donner des cartes dans lesquelles il y a des risques de rencontre des tortues avec les déchets. Et donc des risques de forte sensibilité. Et vous voyez par exemple en été, on a entre la Corse et la Sardaigne, à l'ouest, il y a une zone comme ça qui est assez conséquente parce qu'il y a beaucoup de tortues et il y a beaucoup également de déchets. Et donc c'est là où la zone est beaucoup plus sensible. Alors, imaginez des gestionnaires, par exemple le ministère qui voudrait créer, ou bien quelqu'un qui voudrait créer une aire marine protégée au large. Ça existe, on commence à se poser la question de faire des aires marines protégées, non pas à la côte, mais dans des aires au large. Typiquement, ça, ce sont des arguments dans la délimitation de la zone. Voilà à quoi ça peut servir, on n'en est pas là encore si vous voulez. Mais c'est intéressant parce que ça permet d'abord de montrer qu'il y a effectivement un risque de rencontre. C'est des risques potentiels, on n'est pas dans des mesures réelles, elles sont pour les déchets de tortues elles-mêmes, mais pas dans les risques de rencontre. Et vous avez la même chose dans le sud, en Atlantique, pardon. Quand on regarde la distribution de Caretta, qui est la tortue commune, en fait c'est surtout dans le sud, et lorsqu'il y a toutes les espèces, on a également en Bretagne une zone d'accumulation à risque. Ça c'est parce qu'il y a une espèce qu'on appelle la tortue lutte, qui est assez grosse, qui en fait s'est perdue dans les courants, est arrivée d'Amérique, il arrive comme ça sur les côtes, et donc c'est la raison pour laquelle on les observe dans cette région-là. Elles sont naturellement là, mais leur origine vient justement de la circulation océanique, et c'est la raison pour laquelle on les retrouve, et elles sont sensibles elles également aux déchets. Voilà. Donc voilà par exemple des données de déchets sur les fonds. On a 20 ans maintenant de mesures par chalutage chaque année sur le plateau oriental de Corse. C'est des campagnes qui normalement sont dédiées à la pêche. On l'utilise pour faire des comptages de déchets justement sur les fonds, et on s'aperçoit systématiquement que dans le nord-est, il y en a un petit peu plus que dans le sud-est. Alors ça n'a de valeur que pour les zones chalutables. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de données sur l'ouest de la Corse, parce qu'il y a en chalutable sur l'ouest de la Corse, ou très très peu. Et la diapositive suivante va montrer d'autres résultats. Mais vous voyez, surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de déchets dans le nord-est. Et là, l'explication, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir donc, le courant qui arrive le long de la côte italienne, et donc qui va s'engouffrer dans le canal de Corse. Le problème, c'est qu'entre Capraia et la Corse, le niveau du fond monte. Il y a moins d'eau, si vous voulez. Donc il y a une accélération du courant. C'est pour ça qu'on a parfois des courants très violents. Mais les déchets qui sont sur le fond, lorsqu'ils sont dans la fosse du canal de Corse, ils ne peuvent pas remonter pour pouvoir passer. C'est la raison, les densités sont plus fortes. Et donc, ce qui pourrait venir d'Italie et couler, comme ça, ou bien d'Italie ou même de Corse éventuellement, ou des navires, en fait, risque d'être là pour très très longtemps et ne pourra pas remonter vers le nord. Bon, c'est comme ça, hein, c'est bien pour la Corse, c'est pas bien pour la Corse, ou c'est bien pour le nord, ou c'est pas bien pour la Corse, la question n'est pas là, mais simplement on arrive à montrer qu'il y a des zones comme ça, y compris en Corse. Alors on est en profondeur, on est à 500 mètres, à 200, 300, 400 mètres de fond, là, dans ce cas-là. Mais on a des zones comme ça d'accumulation, et donc on souhaite un jour essayer peut-être de demander un sous-marin, puisqu'il ferait bien être capable de faire ça, pour aller voir dans quel état c'est. Autre exemple, donc, ce sont des campagnes qui ont eu lieu organisées par l'Agence des aires marines protégées il y a quelques années. On avait participé à ces campagnes, y compris dans les plongées. Et donc, c'est des plongées, ce qu'on appelle ROV, c'est-à-dire c'est des systèmes téléopérés avec un câble, une caméra, ou bien des sous-marins. Il y a une cinquantaine de plongées en sous-marin. Et donc voilà les données sur les déchets. On voit bien par exemple que dans la partie ouest du golfe du Lion, il y a des quantités très importantes, alors qu'au milieu du golfe du Lion, il y en a très très peu. Et ça c'est parce que le Rhône a un effet de chasse et pousse tout vers l'Espagne. Et par contre, sur le côté, il y a du cascading, et sur les fonds, il y a beaucoup de déchets qui descendent. En fait, quasiment 100% des déchets à l'ouest du golfe du Lion sont des déchets issus de la pêche. C'est les pêcheurs qui sont responsables. Alors que dans le cas de la région PACA, si vous allez dans la zone de Toulon, c'est surtout de la ferraille, des obus,
des câbles, donc c'est lié aux activités portuaires principalement, ou militaires. Et dans le cas de la Corse, on a beaucoup de déchets, des lignes, on a trouvé des croix de Saint-André, des morceaux de filet justement qui avaient été perdus, des choses comme ça. Il y a beaucoup de pêche, et puis sinon il y a bien évidemment des plastiques ou des choses comme ça un petit peu partout, mais sauf dans le cas de l'ouest du golfe du Lion, où là, à 100% c'est vraiment des déchets de la pêche, quoi. Donc on a une typologie selon le fond et selon les activités, selon l'histoire également, des déchets où on arrive à avoir justement une interprétation. Voilà, donc là on arrive vers la fin. Je vais vous parler un petit peu de travaux tout à fait récents qu'on a lus. Le problème qu'on a, c'est des développements techniques, on est vraiment dans l'actualité scientifique. On essaye d'avoir des outils qui permettent de mesurer en continu, un petit peu comme des drones marins, qui permettraient d'avoir une quantification cohérente des déchets. Et donc, alors je raconte l'histoire parce que elle est jolie quand même. Dans les années 2009-2010, il y a un richissime américain qui a voulu écouter les baleines. Il y est allé plusieurs fois, il n'a jamais retrouvé les baleines. Et donc il a demandé à des ingénieurs de mettre au point un système pour aller écouter les baleines. Ils ont trouvé un système qui est assez ingénieux. En fait, c'est un flotteur, comme un surf, si vous voulez, avec une laisse entre les deux. Et en dessous, il y a un ballast. Et vous voyez le ballast en bas à gauche, il y a des ailes. Et le ballast est équilibré dans l'eau. Donc il a tendance à ne pas flotter, enfin ne pas monter, ne pas descendre. Il est dans l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a des vagues ou du vent, les particules d'eau bougent, comme ça, toujours. Et même si le vent s'arrête, pendant plusieurs jours, les particules continuent. On appelle ça les forces de Stokes. Il y a un mouvement des particules d'eau, c'est ce qui fait la houle. Quand la houle monte, par exemple, en fait, l'eau l'accompagne, il y a un mouvement de la particule. Et donc c'est très marqué lorsqu'il y a une grosse houle, ça l'est beaucoup moins lorsque la mer est plate, mais malgré tout, ça bouge, en tout cas sur la couche superficielle. Et l'idée qui est vraiment géniale et qui est en train de se répandre à très grande vitesse, c'est d'avoir ce ballast qui, lorsque l'eau monte, le ballast monte avec, mais les ailes l'obligent à aller vers l'avant, en fait. C'est-à-dire qu'il transforme la remontée en allant vers l'avant. Et lorsqu'il redescend, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les ailes l'obligent à aller aussi vers l'avant. Et donc le ballast qui est équilibré, il avance tout seul, sans moteur, sans rien, sans alimentation, sans fuel, sans rien du tout. Et donc ça a été breveté, bien évidemment, et c'est un système qui fonctionne. Alors il est assez lent, il est à 1,5, mais en même temps c'est pas très encombrant, ça fait 90 kg. Donc on a fait des essais de caméra pour regarder justement sur les déchets. On arrive à voir tout ce qui est en subsurface. Donc vous voyez par exemple en bas à droite des méduses, donc on pourrait utiliser le système pour quantifier les méduses. Vous avez donc au milieu, on voit bien un tout petit déchet dans la deuxième à partir de la gauche en bas. On voit bien un petit déchet qu'on arrive à quantifier comme ça. Et surtout, on s'est aperçu qu'il y en avait à peu près entre 5 et 10 fois plus que ce qu'on comptait en surface, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur la surface de l'eau. On peut imaginer ça, et ça n'avait jamais été mesuré, et donc on a les outils. Alors pour l'anecdote, le système a été très rapidement essayé par les militaires. Ils ont tout fait avec. Ils ont fait traverser le Pacifique, puisqu'il avance tout seul, donc on peut l'envoyer. En plusieurs mois, en 6 mois, il a traversé le Pacifique. Ils l'ont envoyé dans des environnements extrêmes, donc il a fait le tour de l'Antarctique tout seul. Ils l'ont envoyé par exemple à Fukushima pour faire les mesures de radioisotopes sans que personne n'y soit. Ça se pilote avec un smartphone. Quand vous avez un bateau, il y a un AIS dessus pour la sécurité. Il vous envoie un texto, ça m'est arrivé, à midi au restaurant, de recevoir un texto me disant à 800 mètres, il y a tel bateau, que c'est l'AIS qui localise, il y a un risque de collision, qu'est-ce que je fais? Donc soit on gère nous-mêmes, soit on demande la gestion à un groupe, ils sont 3, ils sont en Californie, ils font les 3-8 et ils gèrent tous les gliders du monde, les wave gliders du monde. Et c'est un système qui est voué, comment dire, à un développement assez conséquent. On en a déjà vendu plusieurs centaines. L'OTAN, donc à la Spezia, on a acheté. Il y a eu un contrat déjà pour le suivi des bateaux pour le trafic des migrants en Méditerranée. La Commission européenne a lancé une étude là-dessus. Et là, maintenant, ils commencent à abandonner les applications scientifiques parce qu'ils sont plus intéressés par les applications navales. Donc, ils commencent à avoir des armadas de gliders qui vont ensemble faire un travail particulier. Donc il y a tout un ensemble de développements en cours, il y a vraiment une espèce de compétition, de ruée vers l'or sur ce truc-là, parce qu'il faut savoir, pour certaines mesures en surface, alors ça fait température, salinité, météo, on peut mettre de la vidéo dessus, enfin, il y a toute une fluorescence, mesure des hydrocarbures en continu et autres, évidemment ça remplace tout un bateau. Si ça fait le même travail qu'un bateau qui coûte 100 000 € par jour, vous comprenez bien que les enjeux sont considérables, ça coûte 200 000 €, c'est-à-dire 2 jours de bateau, pour après, à terme, avoir des développements qui sont assez importants. Donc c'est très intéressant, évidemment en termes de surveillance environnementale, il y a énormément de choses à faire. Donc on a des projets européens, y compris d'ailleurs avec l'université, pour utiliser ce système pour des mesures de fluorescence et pour justement la production primaire, essayer de voir si ça cadre avec les données satellites et autres. Et donc il y a tout un ensemble d'applications. Et ils commencent même à faire des mesures en profondeur avec le Wave Glider qui arrive et qui récupère les données par transmission acoustique des capteurs qui sont en profondeur. C'est-à-dire que même en étant en surface,
il peut y avoir des travaux en profondeur avec justement collecte d'informations. Bon, c'était comment dire, de l'information en plus, mais disons que les applications futures pour justement le suivi des déchets sont assez importantes. Donc pour conclure, le problème, si vous voulez, c'est qu'on s'aperçoit que malgré les développements technologiques et malgré les bonnes volontés, on arrive à des situations qui sont complètement invraisemblables. Donc ça, c'est une en haut à gauche. Vous avez donc, je ne sais pas si vous voyez jusqu'où l'esprit humain peut aller, à désacraliser les choses. Alors évidemment, peut en rire quelque part de temps en temps, mais dans le fond, c'est quand même pas du tout marrant, si vous voulez, et donc on n'est pas au bout de nos peines, quoi, si j'ose dire. Voilà, dernière image, simplement pour... ça, c'est une campagne qui a eu lieu dans le sud de l'Espagne. On reste sur des, comment dire, une image engageante. Voilà, je vous remercie.